Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la 19e manche de la saison 2022. Schwartzman, Palou, Sargent, Pourchaire et Giovinazzi dans une Formule 1 le vendredi, une course avec 2 safety cars, du suspense, des rebondissements, des dépassements. Il y a plein de choses à dire et on s'est bien éclaté à Austin, jusqu'à ce que les commissaires ne viennent tout gâcher avec plusieurs pénalités honteuses. Allez, justement, on va commencer par le sujet qui fâche, ces fameuses pénalités. La première, c'est les 5 secondes infligées à Gasly pour non-respect des 10 voitures d'écart maximum sous la safety car. À première vue, rien à dire, parfait, c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le règlement, la pénalité est logique. Oui, mais du coup, pourquoi Perez a eu le droit à 2 chances avant d'être pénalisé à Singapour, et Gasly, lui, les a pris dès le premier coup? N'essayez pas de me faire croire que ce n'est pas lié au fait que l'un était leader de la course et pas l'autre. On a une FIA qui juge en fonction de la position du client, qui s'interroge sur les conséquences sportives de la pénalité qu'elle s'apprête à effectuer, et ça, c'est interdit, honteux et injuste. Elle n'a qu'une seule chose à faire, constater ou non une infraction et mettre la sanction correspondante. Peu importe le moment, le pilote, sa position. Si on commence à réfléchir avec ça en tête, mais c'est vraiment la fin de tout. Le problème, c'est que là, à 2 grands prix d'intervalle, elle nous crée 2 jurisprudences sur le même cas, alors que c'est un des cas les plus simples au monde. Il n'y a pas d'interprétation. Soit il y a les 10 voitures, soit il n'y en a pas. Et l'erreur originale, elle a bien été faite à Singapour. N'importe quoi, on en revient au fait que Perez n'aurait jamais dû gagner ce Grand Prix. Il doit y avoir à minima 2 pénalités pour lui. Bref, ce n'est vraiment pas normal. Pourquoi juge-t-on bien un cas un jour et mal un autre jour? Ça a des conséquences différentes pour différents pilotes. C'est ridicule, c'est dégoûtant, et l'institution en ressort une nouvelle fois abîmée. Et le pire, c'est qu'il y a sûrement plus grave ou plus dérangeant au niveau des pénalités dans cette course. Je parle d'une pénalité qui est arrivée très tard dans la nuit, comme quoi on peut également pénaliser longtemps après une course, sauf évidemment quand ça concerne celui qui a gagné. La pénalité, c'est 30 secondes pour Alonso pour avoir roulé sans rétroviseur, ou en tout cas avec un rétroviseur qui a été à un moment donné ballant. Il a été retenu que ça tombait sous le coup de l'article 3.2 qui dit que la voiture doit respecter un certain standard de sécurité. On ne parle du rétro à aucun endroit du règlement, mais on le fait rentrer ici dans la sécurité. Normalement, pour non-respect d'une telle règle, on aurait mis 10 secondes de stop and go. Comme on n'a pas pu le faire pendant la course, a posteriori, c'est 30 secondes. Ça, c'est le truc qui correspond. Tout ça est fait grâce à Haas qui a porté réclamation et en vrai, eux, je les comprends. Il y avait moyen de récupérer 2 points précieux et surtout Magnussen s'est pris 2 fois des drapeaux noirs et orange cette saison. Un drapeau qui est une demande de passage au stand pour réparer une pièce abîmée et lui, c'était son aileron avant. Le problème, c'est que là, hier, la FIA n'a absolument pas agité de drapeau à Alonso. Mais, après coup, elle lui applique la pénalité qui correspond à un non-respect d'un drapeau qui n'a pas existé. Mais en plus, un drapeau noir et orange pour un rétro, ça n'a pas de sens. Pour un aileron, ok, parce qu'on peut le changer, le réparer. Mais pour le rétro, qu'est-ce qu'il aurait fait Alonso? Il serait repassé dans les stands et il serait ressorti avec un rétro qui marchait toujours pas, qui tenait toujours pas. Impossible de le fixer. Et puis, si c'est vraiment un problème de sécurité majeur, comme il le justifie afin de pouvoir mettre la pénalité, eh bien, il n'y a que 2 cas de figure. Soit tu estimes que c'est vraiment trop dangereux et du coup, t'arrêtes le pilote, on ne peut pas rouler sans rétro, soit tu le laisses continuer parce que tu peux pas lui demander de passer au stand, ça sert à rien. Là, on l'a juste pénalisé de manière totalement gratuite. Il n'est pas responsable, il ne pouvait rien y faire, on ne lui a rien dit pendant la course, et 6 heures après, on lui met la pénalité la plus lourde qui existe. Ça ne tient pas debout. Quel est l'intérêt? Alors monsieur, vous rouliez sans pare-brise et c'est vraiment super dangereux. En temps normal, si on avait bien agi, on vous aurait juste demandé de passer au stand sans remettre de nouveaux pare-brise, ça aurait suffi. Mais là, vu qu'on vous a rien demandé, on va considérer que vous n'avez pas respecté notre non-consigne. Ok? En fait, ça me fait penser au cas de Quartararo, qui a risqué sa vie en Espagne quand sa combinaison s'est ouverte en piste. Il s'est arraché pour prendre un super résultat. La direction de course n'a rien fait pendant 5 tours pour assurer sa sécurité, mais est venue lourdement le pénaliser après coup, justement au nom de la dite sécurité.
Et peut-être le pire dans toute cette affaire, c'est qu'Alonso prend la pénalité, mais Pérez, pour son aileron qui s'est détaché de la même manière, ne prend absolument rien, et on pourrait même citer le cas de Russell qui avait un aileron qui bougeait, mais qui je crois ne s'est pas détaché. Pourquoi Alonso prend quelque chose et pas Pérez? Ça n'a pas d'explication logique. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, c'est juste complètement incompréhensible et injuste. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de pénalité, ou au moins tu la mets au 2, tu respectes ta demi-logique qui n'est pas logique. Bah ils sont même pas capables de le faire, franchement je trouve ça terrible. En plus, la sanction, elle est ridiculement lourde quand on voit qu'on ne met que 3 places de pénalité sur la grille à Mexico au mouvement criminel de Lance Stroll face à ce même Alonso. Alors pour moi, c'est 100% la faute du Canadien. Quand on défend, on choisit une ligne et on ne bouge plus. On n'a surtout pas le droit de se décaler au dernier moment comme il le fait là. C'est le truc le plus dangereux, le plus interdit. Il tourne à gauche pile quand Alonso se décale. Regardez comment il se déporte. C'est ultra dangereux et on a vu pourquoi. Comme en Australie avec Latifi, Lance ne fait pas attention à son environnement. Quant à Alonso, lui, il n'a fait aucune faute, il a le droit de se décaler de l'aspiration aussi tard qu'il le veut, du moment qu'il ne touche pas l'autre, et là le mouvement, il vient par la faute de Stroll. Et oui, mais le problème, c'est que ça fait des années qu'on réclame des pénalités pour ce genre d'événement. On se rappelle d'exemples comme Magnussen sur Leclerc à Suzuka. Comme d'hab, il faut toujours attendre qu'un gros truc se produise pour qu'on décide d'agir. On ne pourrait pas clarifier la situation en amont, ça serait pourtant beaucoup plus simple. Enfin bref, on résume. Être obligé de rouler sans rétroviseur, c'est 10 secondes de stop and go. Ne pas respecter un drapeau qui n'a pas été brandi, c'est 30 secondes de pénalité. Avoir 20 centilitres d'essence qui manque à la fin d'une course, c'est la disqualification. Avoir un aileron qui se casse la figure, c'est un black and orange flag, mais uniquement si tu t'appelles Magnussen. Être à 10 voitures d'écart sous la safety car, ça par contre tu peux le faire entre 0 et 2 fois avant de prendre 5 secondes de pénalité, selon ta position au classement, et faire le mouvement de défense le plus antisportif qui soit et envoyer un autre mec en l'air contre la barrière, bah ça c'est 3 petites places de pénalité. Quand on voit toute cette logique, je me dis que j'ai hâte d'avoir la sanction pour 2 millions en trop sur le budget cap. Allez, on va essayer de reparler de choses plus réjouissantes et on en vient à la bataille pour la victoire et au top team qui nous a franchement régalé. Il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal d'événements à débriefer qui ont rendu cette course plus dynamique. Reprenons d'abord le départ où Sainz, qui avait signé le samedi la première vraie pole position de sa carrière à mon goût, a réussi à s'exclure de la lutte en quelques mètres. C'est simple, une impulsion kata, au bout de 100 mètres il a déjà donné les clés à Max, puis un choc avec Russell au premier virage. J'avoue que j'ai un peu du mal à trouver un fautif. Sainz tente de décroiser Verstappen et ce faisant il revient beaucoup trop sur la trajectoire des autres, c'est vrai. Oui, mais il peut pas vraiment faire autre chose ou mieux, car il y a Max à gérer et il y a aussi Lewis à défendre. Russell, lui, ne peut pas tellement aller ailleurs, et sa ligne est assez logique, on a le droit de plonger à cet endroit-là, et ça va, mais je trouve qu'il arrive de manière un petit peu trop rapide et non maîtrisée. Et je dirais quand même que c'est Russell qui gère mal la situation, et c'est lui qui initie le contact, donc pourquoi pas la pénalité, et lui-même s'est excusé. Mais bon, c'est pas évident, je veux bien vos avis, et je trouve aussi que Sainz se met un peu tout seul dans une position délicate, ce qui vient gâcher la meilleure opportunité de sa saison peut-être. Après ça, Max Verstappen, il s'est littéralement envolé jusqu'à la victoire. Les deux safety cars ont réduit son avance à néant, mais il était totalement intouchable aux relances, jusqu'à ce que Red Bull, une fois n'est pas coutume, foire complètement son deuxième arrêt. Un problème sur le pistolet à l'avant gauche qui le fait ressortir troisième, derrière Leclerc. Il va mettre quelques tours pour chauffer ses gommes et déposer le monégasque, puis fondre doucement sur Hamilton, qu'il finira par passer à 6 tours de l'arrivée. Rien à faire face à cette Red Bull beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop puissante et avec un Max qui est beaucoup trop chirurgical dans son attaque. Il plonge, il force, il résiste, il reste sur la piste. Ouais, rien à faire contre la meilleure combinaison voiture-pilote de l'année. Avec ça, le néerlandais égale le record de victoires sur une saison, 13, comme Schumacher en 2004 et Vettel en 2013. Il lui reste encore 3 grands prix pour battre le record. Vettel l'avait fait en 19 grands prix, comme Max actuellement, et Schumacher en 18, mais sachez que si Max remporte toutes les courses jusqu'à la fin de saison,
il aura un meilleur ratio course-victoire sur une année que Schumacher et que Vettel. Donc on pourra dire que c'est vraiment le record all-time et qu'il n'est pas dû à l'augmentation des courses. Plus globalement, il faut faire attention à ne pas banaliser les performances, les résultats et les chiffres qu'obtient Max cette année. Je suis d'accord, la domination et la facilité, en tout cas l'impression de facilité, n'aident pas à s'emballer, ça rend les choses moins spectaculaires, mais on assiste à la saison la plus statistiquement dominante de l'histoire et il ne faut rien enlever à ce que fait Max. Rien. Dans l'affaire, Red Bull empoche aussi son 5e titre constructeur, seules 5 écuries font mieux. Son premier titre depuis 2013, voilà qui met fin à une série de 8 trophées qui étaient allés dans la poche de Mercedes de manière consécutive, la plus longue série ever. Là aussi un exploit à ne pas négliger et qui arrive dans un contexte très lourd avec la mort samedi matin du fondateur de la marque Red Bull, Dietrich Mateschitz. C'était assez émouvant de voir comment l'équipe était touchée à l'arrivée. Red Bull est aussi au centre des critiques et d'un feu médiatique pour toute cette histoire du budget cap. Commence à y avoir des rumeurs, des négociations, des chiffres, des potentielles pénalités. C'est vraiment le bazar, ça sent un peu le fiasco, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, je ne vais pas en reparler. Et si vous voulez mon avis de manière plus globale sur tout ça, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller regarder après celle-ci. Pour ce qui est des poursuivants, eh bien Hamilton sera sûrement un petit peu frustré et déçu, même si je l'ai trouvé très philosophe et souriant à l'arrivée, parce qu'il passe encore une fois pas très loin de cette fameuse victoire qu'il souhaite obtenir dans cette saison 2022. Malgré tout, franchement, il n'a rien à se reprocher parce qu'il a fait un week-end absolument parfait et que face à la RB18, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, je trouve de plus en plus que Mercedes est quasiment au niveau de Ferrari en termes de performance. On l'a vu sur les chronos, alors peut-être que la Ferrari, ça c'est vrai, elle a un avantage sur le tour rapide, mais pour ce qui est du rythme de course, franchement ça se joue à pas grand chose. Peut-être que Leclerc en avait un peu plus, mais voilà, la Mercedes peut totalement rivaliser. Sur le podium, on retrouve donc également Leclerc, qui était pourtant parti de la 12e place. Il a un peu été aidé par les safety cars qui ont annulé ce retard forcé, mais après, il a mené vraiment une superbe course, un superbe rythme, et il nous a gratifié d'un magnifique dépassement sur Sergio Pérez. Une belle solidité. On notera aussi que Ferrari a été parfaite ce week-end. Pas une erreur, pas une panique, la bonne stratégie, bien optimisée, bien pensée. De superbes arrêts, ça permet notamment à Leclerc de ressortir juste devant Max au 36e tour je crois. Non, vraiment bien de la part de la Scuderia. Le seul problème, c'est que la F1 75, elle bouffe vraiment les pneus à une vitesse phénoménale. Vraiment, à cause de cet énorme défaut, ils ne peuvent pas espérer se battre en course. Et on l'a vu sur la fin, ça a failli coûter la 3e marche à Leclerc. Enfin, dans ce paquet d'équipes, on peut vraiment être déçu des courses de Pérez et de Russell. Contrairement aux 2 derniers week-ends, le Mexicain n'a absolument pas été en forme, il n'avait pas le rythme pour jouer les troubles fêtes, et il n'avait pas non plus la petite étincelle qui fait que généralement il tire son épingle du jeu. Le circuit ne l'aidait pas parce que ce n'est pas un circuit qui fait la part belle à la track position non plus, comme Singapour et Suzuka sous la pluie. Il ne termine vraiment pas si loin de Leclerc au final, mais je pense que sa voiture, elle, valait mieux que ça et qu'il a été un peu en dedans. Quant à Russell, en vrai ça va encore dans le sens où il n'y a que 50 millièmes d'écart sur Hamilton en qualif, il a une pénalité qui le ralentit, il arrive à choper le meilleur tour à la fin, mais voilà, mine de rien, il y a encore un petit incident avec un collègue, ça devient de plus en plus récurrent, et surtout son rythme était vraiment différent de celui de Lewis. Sur la fin de la saison, il commence à tenir un petit peu moins bien la comparaison. Attention, faudrait pas attaquer 2023 avec un petit peu moins de confiance, parce que clairement, la dynamique dans le garage Mercedes, désormais, elle est clairement plus du côté de Lewis. Allez, restons sur le très positif que nous a offert cette course. Vraiment, je le redis, j'ai pris beaucoup de plaisir devant le spectacle proposé hier soir à Austin. On va évoquer désormais la bataille du midfield, le Royal Rumble du midfield, parce que sincèrement, de la P6 à la P15, ça a bougé dans tous les sens à tous les tours, et je n'exagère même pas. Forcément, avec 2 safety cars, 2 arrêts au stand, des rebondissements, et ben du coup, il y a des stratégies décalées, il y a des paris, il y a des coups de chance, et du coup des heureux et des déçus. Dans tout ce bazar, l'écurie qui a vécu le plus gros ascenseur émotionnel hier, c'est de loin Aston Martin. Sur le premier relais, les voitures étaient 5e et 6e, personne ne pouvait vraiment les embêter, il y avait une bonne grosse douzaine de points à aller chercher, et puis Lens a fait sa bêtise et Vettel a connu un arrêt catastrophique de 11 secondes je crois.
Quel gâchis pour le Canadien qui faisait le meilleur week-end de sa saison sur la belle lancée qu'il nous propose depuis le Castellet, 5e sur la grille après une Q3 vraiment magistrale et un premier relais génial. La chance d'Aston, c'est que Vettel aussi était en forme et du coup il a bataillé jusqu'à la dernière seconde pour récupérer les dommages de son arrêt un petit peu long. Il arrache finalement dans le dernier tour la 8e place à Magnussen, 8e place qui s'est transformée en une 7e. Franchement, ce que Vettel a fait hier, c'est immense et je pèse mes mots. Un départ de patron où il passe de P10 à P5, un Grand Prix à l'attaque tout du long, très inspiré dans ses manœuvres, un extérieur énorme sur Albon dans le quadruple droit du dernier secteur, il refera la même à Bottas et la même à Magnussen dans le dernier tour au terme d'une magnifique passe d'armes. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Là, le mot racecraft a pris tout son sens. Juste un grand merci à Seb. Franchement, il nous fout les larmes aux yeux quasiment à chaque Grand Prix maintenant. Et quand il est libéré, quand il se lâche comme ça, quand il propose ça, c'est juste magnifique, c'est vraiment pur. Il ne nous reste plus que 3 Grands Prix pour profiter de cette légende. Pour revenir à l'aspect plus comptable de la chose, Aston Martin s'en sort pas si mal avec ses 6 points. Ça aurait pu être plus, mais ils reviennent quand même à une petite longueur d'Alfa Romeo pour la 6e place du général. Alfa Romeo qui n'avance toujours pas, un seul point inscrit depuis le Canada, on le rappelle. Et pourtant ce week-end, il y avait des options. Il y avait une Q3, il y avait une voiture qui marchait pas mal sur le premier relais, mais Bottas a décanté la course en se mettant tout seul dans le bac à gravier. Ouais, il est vraiment l'ombre de lui-même sur la deuxième partie de saison. Joe, quant à lui, il a pris un éclat de 6 dixièmes en Q2 et il a vécu un dimanche anonyme. Je reste encore un poil sur ma faim. En tout cas, Aston était si forte à Austin qu'on en vient à se demander ce qu'elle aurait pu faire face à Alpine et face à McLaren, 2 écuries qui ont connu des week-ends assez illisibles semés d'embûches. Alors chez les papayes, on peut vraiment dire encore un énorme merci à un Lando Norris qui amène cette voiture compliquée en Q3, qui se bat tout le Grand Prix avec des Gasly et des Tsunoda, et qui finit avec un dernier relais absolument énormissime. Joe, Albon, Tsunoda, Gasly, Magnussen et Alonso, il a bouffé tout le monde. P6 à l'arrivée, voilà pourquoi il est 7e du général, meilleur des autres, et voilà pourquoi je le mets dans la discussion des 5 meilleurs pilotes de cette saison 2022. McLaren n'a plutôt intérêt à faire gaffe à ce garçon qui est bourré de talent et à qui pour l'instant elle n'a jamais offert une voiture capable de se battre à la hauteur de son niveau. Quant à Ricciardo, ça fait vraiment très mal au cœur parce que c'était sûrement une de ses pires performances de la saison. Il n'y a pas eu de problème sur la voiture, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste qu'il n'arrivait absolument à rien. Il n'y a que Latifi qui finit derrière lui. Il était très touché à l'arrivée, on sentait que ça n'allait pas du tout. C'est dur. Et du côté d'Alpine aussi, du coup, c'est la déprime après la pénalité d'Alonso qui fait passer le total de 6 points à un seul seulement, marqué par un Esteban Ocon qui a pourtant été en grande difficulté ce week-end, sûrement son pire de la saison, élimination en Q1 et un rythme vraiment très en deçà. Pourtant ce week-end, c'est lui qui avait l'évolution, le nouveau fond plat d'Alpine. Il va donc être très important pour l'écurie de comprendre la raison de la contre-performance. Est-ce que c'est la pièce qui marche pas ? Est-ce que c'est Esteban qui n'était pas là? Est-ce que c'est sur ce circuit particulièrement? Voilà, c'est Alonso qui aura le nouveau fond plat à Mexico et il faudra essayer de déchiffrer ça. En tout cas, Esteban, ouais, c'était pas son week-end. Sinon, on en a un peu parlé avec sa pénalité, mais il faut vraiment s'attarder sur le niveau indécent de Fernando Alonso. Q3, pénalisé, c'est pas grave, il remonte, bam, on le met dans le mur, c'est pas grave, il remonte, il finit 7e. Je ne sais plus quoi dire, sincèrement, c'est choquant. Et enfin, dans ce midfield, il y a également des choses qui ont bougé pour ce qui s'agit de la 8e place, puisque Haas prend 2 longueurs d'avance sur AlphaTauri grâce à ses 4 premiers points depuis le Grand Prix d'Autriche. Alors, il a quand même fallu 3 abandons devant, une première safety car qui les arrange puisqu'elle tombe alors qu'ils n'avaient pas encore fait leur premier arrêt, et un pari inespéré, celui du 1 arrêt. Il ne faut donc pas voir dans ces 4 points un renouveau, la voiture est toujours aussi loin. Malgré tout, ils avaient raison de tenter le pari et ça a marché, ça fait du bien, surtout dans un week-end à domicile où ils ont annoncé l'arrivée d'un sponsor titre l'an prochain qui leur permettra d'atteindre le plafond du cap budgétaire. Ouf, enfin des bonnes nouvelles du côté de Haas, enfin un peu d'espoir. Côté pilote, je signale juste rapidement que Magnussen était devant en qualif, mais que Schumacher a été devant tout le Grand Prix. Malheureusement, on l'a envoyé couvrir la stratégie des AlphaTauri et donc faire un deuxième arrêt.
C'est comme ça que Magnussen s'est retrouvé devant et a pu tirer jusqu'au bout pour résister au retour des autres. Dans tout ça, c'est donc AlphaTauri qui fait la mauvaise opération, qui conforte sa 9e place, alors qu'à un moment, les 2 voitures étaient dans les points, puis malheureusement ça a cafouillé, encore des erreurs bêtes. Les soucis de frein en qualif, la pénalité de Gasly qui a été mal servie dans les stands, la stratégie bancale qui permet à Haas de s'infiltrer. Ouais, si l'écurie finit 9e au championnat, elle pourra aussi s'en vouloir à elle-même. Non seulement la voiture n'est pas bonne, mais elle fait aussi beaucoup trop d'erreurs bêtes. Alors on va quand même féliciter Tsunoda qui arrache 2 points, ses premiers depuis Barcelone. Ça commençait à être un petit peu long, mon ami Yuki. C'était pas le week-end parfait de sa part, mais il y avait le rythme pour se battre avec les autres et il n'a pas fait d'erreur. Gasly, lui, était vraiment en forme et c'est dommage qu'il ait connu ce problème en qualification qui lui permet pas de se mettre plus haut et qu'il y ait toute cette histoire de la pénalité qui fasse dérailler son Grand Prix parce qu'il aurait pu se battre avec un Norris, par exemple, jusqu'au bout, je pense. Pour être totalement complet, chez Williams, Albon a été très bon et s'est mêlé à la lutte pour les points. Il ne lui manque pas grand chose au final, c'est dommage. Enfin, Latifi, lui, se qualifie encore à la dernière position, perd la voiture tout seul au début dans les S, foire complètement un freinage face à Mick Schumacher. Ouais, heureusement que Sargent arrive, c'est évidemment l'info mercato du week-end et on en reparlera très rapidement sur la chaîne. Allez, cette fois, comme j'ai beaucoup montré le classement constructeur et qu'il n'y a que lui qui a vraiment bougé où il reste du suspense cette année, je ne vais pas faire un point sur les classements. Au pilote, la seule chose intéressante, c'est que Leclerc reprend la 2e place à Perez pour 2 petits points. On va donc aller directement aux notes. Les voici, je vous rappelle leur caractère indicatif et imparfait. Je vous attends pour les ajuster. Vote possible dans un Google Doc présent en description et vos commentaires constructifs sont les bienvenus. Vous notez un inédit quatuor de tête qui ont été juste tous magnifiques, j'arrive pas à les départager. N'oublions pas les excellents Norris et Leclerc, Gasly était en forme, Tsunoda sort un peu la tête de l'eau, Schumacher et Magnussen se valaient, Albon a fait de son mieux, Russell et Perez déçoivent un peu, Joe a été un peu anonyme, Ocon est passé à travers, Bottas a tout gâché, et Stroll aussi, puisque sans son crash, c'était du 18 ou du 19. Enfin, Ricciardo et Latifi sont aux fraises, et Sainz est non noté, parce que voilà, c'est un petit peu dur à juger. Côté équipe, vous avez aussi les notes. Rappelez-vous que c'est une combinaison entre le niveau de la voiture et la gestion du week-end. Vous avez également toutes les moyennes générales en description. Bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, je vous encourage à le liker, à vous abonner à la chaîne pour continuer de la faire grandir et je vous attends en commentaire comme tous les lundis soirs pour les grandes discussions d'après Grand Prix. N'hésitez pas aussi ceux qui étaient là à me dire ce que vous avez pensé du live qu'on a fait chez Canal+ vendredi soir. Je vous laisse maintenant avec Enzo Ferrari qui tente de rendre hommage à la célèbre phrase d'Ayrton Senna, je cite « Si tu vas pas dans un espace qui n'existe pas, alors tu n'es plus dans la course. » C'est un truc comme ça. À bientôt.